Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je vais vous parler de mon projet de thèse. L'année dernière, j'ai présenté une partie de ma thèse, mais je l'ai déposée, donc aujourd'hui je vais présenter les résultats. Le titre de ma recherche est « Pour une gentrification socialement acceptable ». Je sais que Jean-Marc n'aime pas la formulation des mots que j'ai, mais on va s'entendre à ne pas s'entendre. Donc, j'ai travaillé sur Hochelaga Maisonneuve à Montréal et Madeleine Champ de Mars à Nantes. Parce que j'ai 15 minutes, je pensais que j'ai 10 minutes, mais je ne vais pas aller dans les détails de la partie théorique, je vais passer plus vite pour arriver au résultat. La question principale que je me suis posée dans cette recherche, c'était la suivante. Dans quelle mesure et sous quelle forme la gentrification pourrait-elle devenir socialement acceptable et être considérée par les citoyens comme un outil d'amélioration de leur milieu de vie? Pour répondre à cette question-là, j'ai pensé aux effets négatifs de la gentrification. Je me suis dit que si on connaît les effets négatifs, on va pouvoir les contrôler, on va pouvoir aller vers une gentrification qui est socialement acceptable. Donc j'ai identifié 3 effets négatifs qui sont le déplacement, que tout le monde le connaît, la marginalisation et la désappropriation. La marginalisation arrive quand la population locale se sent dominée par le pouvoir politique des gens qui arrivent sur le quartier. Et la désappropriation arrive quand on transforme les repères identitaires et les lieux symboliques dans le quartier, dans le sens où les gens qui habitent toujours le quartier ne s'identifient plus. Donc on est dans le quartier, on reste dans le quartier, mais c'est un autre quartier qu'on ne reconnaît pas en fait. Donc à partir de ces éléments-là, j'ai essayé de formuler mon hypothèse qui est en contrant les effets négatifs, on peut aller vers une gentrification socialement acceptable. Donc, c'est la suivante. Pour que la gentrification soit socialement acceptable, il faut que la population d'un quartier puisse y rester, donc contrer le déplacement, être incluse dans le processus décisionnel, donc contrer la marginalisation, et conserver, voire intensifier le sentiment d'appartenance à son quartier, donc contrer la désappropriation dans le processus de transformation de quartier. Pour étudier ça, j'ai essayé de montrer mon hypothèse dans une proposition théorique, qui est ça que vous voyez, c'est que dans le processus de gentrification, si on ne contrôle rien, on aura le déplacement, la désappropriation et la marginalisation on va avoir comme résultat l'exclusion de la population, on va avoir la perte de droit à la ville, on va aller vers le rejet de la gentrification. Mais si on met en place les stratégies pour contrôler les effets négatifs, disons face au déplacement, si on a protection de droits d'occupation, face à la désappropriation, si on a la réappropriation de lieux, et face à la marginalisation, si on a la co-construction de la transformation dont on a parlé ce matin, on pourrait avoir une affirmation de la part de la population, on pourrait avoir une conquête de droit à la ville et on pourrait aller vers l'acceptabilité sociale de la gentrification. Donc, dans le cadre de cette proposition théorique, j'ai essayé de l'examiner avec mes 2 terrains d'études, avec la méthodologie de pattern matching. Donc, ça, c'est la méthodologie. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, je vais le montrer en plus près. Donc, la proposition théorique, je l'ai construite à partir de la littérature, des théories et mes intuitions à moi. Et après, pour chaque cas, j'ai dégagé des constats sur le cas d'Hochelaga et Madeleine Champ de Mars à travers les observations, l'analyse des documents et les entretiens que je faisais. Et après, en les mettant ensemble, ces constats-là, je les comparais avec ce que j'avais proposé théoriquement. Donc, mes 2 terrains d'études, c'était Hochelaga, Maisonneuve à Montréal. Juste quelques chiffres, celui que j'ai mis en bleu, ça montre quand même qu'on est dans un processus de gentrification. À Hochelaga, entre 2006 et 2016, le pourcentage de professions de cadres et d'industrie culturelle a augmenté de 16 à 21%. Et les gens qui ont un diplôme universitaire a augmenté de 18 à 30%. Donc, on voit quand même que le profil sociodémographique est en train de changer.
Le deuxième terrain, c'est Madeleine Chalmers à Nantes. On voit un peu le même profil, qui est pourcentage de professions de cadre ou intermédiaires a augmenté de 55 à 59% entre 2006 et 2015. Et les gens qui ont un diplôme universitaire ont augmenté de 30 à 38% dans ce quartier-là. Donc, on est quand même dans le processus d'une transformation qui ressemble à la gentrification. J'ai essayé avec les entretiens que j'ai faits et avec la revue de presse que j'ai faite, j'ai essayé d'aller dans le temps vers le début de la transformation pour voir comment la transformation a commencé, comment les gens se sentaient au début de la transformation et comment ce sentiment a évolué au cours du temps pour pouvoir voir les éléments qui ont joué dans l'acceptabilité ou le rejet de la gentrification. Au début, quand j'ai commencé la recherche, pour moi, je pensais que Hochelaga, c'est le cas, le mauvais exemple, et Madeleine Chalmers est le bon exemple. Mais ce n'était pas le cas, c'était beaucoup plus nuancé que ça. En fait, aucun des deux, ce n'était pas le bon ou le mauvais exemple. On n'avait pas... en fait, le résultat que j'ai eu, c'est que l'acceptabilité sociale est très, très relative et très évolutive. Je vais passer au résultat. J'ai essayé de développer un tableau qui compare un peu les éléments importants des deux cas dans le processus de la transformation. La première chose qui était intéressante, c'était la stratégie de départ de chacun des deux quartiers au début de la transformation. Donc à Hochelaga, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait une situation de défavorisation où la population locale s'est mobilisée pour changer justement ce processus de dévitalisation et pour attirer des investissements. Donc, on a fait officiellement appel à la gentrification. On est allé chercher, la population locale est allée chercher les investissements. Ils ont identifié les bâtiments barricadés dans le quartier. Ils ont allé voir les investisseurs pour les amener sur le quartier. Donc, on a commencé la revitalisation consciemment en essayant d'attirer une nouvelle population avec des moyens financiers. À Madeleine Chalmers, ce qui est arrivé, c'est que la ville a décidé de préempter les terrains qui étaient disponibles à un faible coût à ce moment-là parce que le quartier était dans une situation très défavorisée. Donc, la ville a commencé à acheter les terrains. Donc, on voit deux situations de départ très différentes. Donc, la ville avait 25% de maîtrise foncière en achetant les terrains qui étaient pas très chers. La ligne directrice de transformation était différente aussi dans les deux quartiers. Donc, à Hochelaga-Maisonneuve, la construction des condos d'une part et de l'autre part, les changements de l'offre commerciale a fait en sorte qu'on a attiré la classe moyenne, donc des gens qui voulaient acheter leur premier condo à Montréal. Ils sont arrivés à Hochelaga. Mais ce qui est arrivé à Madeleine Chalmers, c'est qu'on a fait la promotion des activités créatives et entrepreneuriales. Donc, ce qui fait en sorte qu'à Hochelaga-Maisonneuve, les nouveaux arrivants sont les nouveaux résidents de classe moyenne, mais à Madeleine Chalmers, c'est des travailleurs créatifs. Ce qui était intéressant aussi, comme j'ai dit, c'est le pouvoir foncier du gouvernement dans les deux cas. À Hochelaga-Maisonneuve, le gouvernement n'a pas un pouvoir foncier, donc c'était vraiment la dominance du marché qui a joué son rôle dans la transformation. À Madeleine Chalmers, on avait un contrôle de foncier, mais aussi un accès à l'information. Ça, c'était très important parce que la ville, même si il avait la main sous beaucoup de terrain, il a décidé à qui donner l'information. Donc, il a choisi les futurs occupants de ces terrains-là. Dans ce sens, la ville aussi, il a fait appel à la gentrification un peu. Donc, il a amené les familles qui avaient les moyens pour améliorer la qualité de vie du quartier, en gros.
Donc ici, on peut se demander si, quand on parle de la maîtrise foncière comme un moyen de freiner les effets négatifs de la gentrification, peut-être qu'il faut penser à la maîtrise foncière par la communauté et pas par la ville, parce que ça devient quand même un instrument pour la gentrification. Ça peut devenir, en fait. Un autre élément intéressant à comparer, c'était l'effet de taille. À Hochelaga, la transformation est beaucoup plus visible, parce que la taille des terrains était beaucoup plus grande à cause des industries qui étaient à Hochelaga. Et la grande taille de 1 a augmenté la visibilité de la transformation à Hochelaga, mais de 2 a attiré les grands investisseurs et les promoteurs sur le quartier qui voyaient un intérêt dans le développement de ce terrain-là. À Madeleine-Champ-de-Mars, par contre, on avait une politique de préservation de la trame urbaine et la petite taille des parcelles. Donc, on a 2 résultats. De 1, les grands promoteurs n'ont pas l'intérêt à venir sur le quartier. Donc, on voit plus les architectes qui arrivent sur le quartier Madeleine-Champ-de-Mars pour développer ce terrain-là. Et après, le changement devient plus souple aux yeux de la population locale. Donc, c'est pas très, le changement d'image se fait très graduellement. Ce qui est intéressant sur la question de l'acceptabilité sociale pour la population locale qui n'est pas vraiment impliquée dans la transformation, la raison de la présence d'une forme d'acceptabilité, c'est toujours la préférence de résultat. C'est rien d'autre. On ne pense pas vraiment aux effets négatifs ou quoi que ce soit. Si on préfère ce qu'on vit maintenant à ce qu'on vivait avant, on va l'accepter. À Hochelaga-Maisonneuve, l'effet négatif principal qui était ressenti par les gens était le déplacement, mais à Madeleine-Champ-de-Mars, c'était la désappropriation et la marginalisation. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que ma recherche a confirmé que ces 3 effets sont les 3 effets importants de la gentrification, mais la population locale ne donne pas la même importance à chacun de ces effets négatifs. Et ça peut être différent selon le contexte dans lequel on vit. Je vais passer sur cette partie-là. Juste, je vais dire les stratégies principales qui étaient utilisées pour contrôler la transformation à Hochelaga-Maisonneuve étaient la stratégie d'inclusion qu'on connaît, combinée avec les règlements de zonage. Je peux en parler dans les questions si vous voulez. À Madeleine-Champ-de-Mars, c'était la préemption des terrains, c'était les règlements pour la préservation de la trame urbaine, comme j'ai dit. La préservation de la petite taille des parcelles et l'obligation d'inclure des logements sociaux dans les nouveaux projets. Donc, à Madeleine-Champ-de-Mars, on voit quand même une intervention plus directe des acteurs publics dans le contrôle de la transformation. Et pour conclure, en fait, comme j'ai dit au début, j'ai compris que l'acceptabilité sociale de la gentrification est un enjeu pluriel, évolutif et relatif. Donc, la recherche a confirmé que la protection des droits d'occupation, la réappropriation de lieux et la co-construction de la transformation sont importantes, mais l'absence d'un des éléments n'occasionne pas nécessairement un rejet de la transformation. Donc, c'est une perception. Donc, on ne peut pas dire que si on a le déplacement, la transformation va être rejetée par la population locale. C'est très relatif et ça dépend de la perception de la population locale. D'autres résultats, c'est que le droit au quartier, c'est un élément primordial de l'acceptabilité de la gentrification. Ça veut dire que la transformation est acceptée et co-appropriée dans le cas où la population locale est incluse dans le processus de la prise de décision, même si dans le temps, on voit des effets négatifs. Donc, la population a tendance à accepter ou à assumer les effets négatifs de la transformation si elle faisait partie de la prise de décision au départ. Donc, on est prêt à payer les coûts de nos décisions plus facilement qu'on est prêt à payer des coûts des décisions des autres. Et finalement, je vais vous laisser avec une question, et c'est la question de à qui le droit de quartier. La ville change, ses quartiers aussi. La culture évolue et avec elle, l'identité des lieux. Donc, la question à se poser est que si l'ancienneté crée
un droit sur le territoire. Merci.